Imaginez une femme dont le simple sourire a fait chavirer le monde, une cascade de boucles blondes dorées par le soleil de la Côte d'Azur, un corps libre et une sensualité si naturelle qu'elle a brisé les chaînes des conventions sociales comme une vague impétueuse s'écrasant sur les rochers. Brigitte Bardot n'a jamais cherché à révolutionner l'écran, elle l'a fait sans effort, réécrivant les règles de la célébrité avec une insouciance qui a enflammé les cœurs et scandalisé les bien-pensants. Ses films ont sculpté le cinéma français en un monument de liberté, ses chansons sont devenues des hymnes inattendus à l'émancipation féminine, et ses scandales ont allumé des feux qui brûlent encore dans les mémoires collectives. Mais derrière cette icône flamboyante se cachait une âme en quête d'un horizon plus calme, plus profond, loin des flashs aveuglants et des applaudissements assourdissants. Aujourd'hui, à 90 ans, elle vit entourée non pas de caméras voraces ou de courtisans flatteurs, mais des créatures vulnérables qu'elle a juré de protéger jusqu'à son dernier souffle. Comment cette beauté légendaire a-t-elle bâti une fortune colossale? Qu'est devenue l'icône une fois les projecteurs éteints, et à quoi ressemble sa vie en 2025, derrière les grilles de son refuge tropical où le temps semble suspendu? Si cette odyssée d'une femme qui a tout conquis pour tout abandonner au nom de ses convictions vous captive déjà, abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans d'autres récits envoûtants sur les légendes qui ont marqué notre imaginaire. Brigitte Bardot n'a jamais suivi le scénario que les autres avaient tracé pour elle, comme si son destin était une toile vierge qu'elle peignait à grands traits audacieux, défiant les attentes et les normes. Née le 28 septembre 1934 à Paris, dans une famille catholique bourgeoise où la discipline régnait en maître, elle grandit dans un cocon mêlant privilèges et contraintes rigides. Son père, Louis Bardot, un industriel prospère qui gérait une entreprise de fabrication de bouteilles, imposait une éducation stricte, tandis que sa mère, Anne-Marie, surnommée Toti, veillait à ce que ses filles incarnent la bienséance et l'obéissance, des valeurs ancrées dans une tradition conservatrice. La petite Brigitte, avec sa sœur Mijanou, évolue dans un appartement spacieux du 16e arrondissement, entouré de livres, de musique classique et de leçons de piano, mais elle sent déjà poindre en elle un désir d'évasion, une soif de liberté qui la ronge comme une flamme intérieure. Inscrite à l'âge de 7 ans au Conservatoire de Paris pour suivre une formation de ballet classique, elle excelle dans la danse, son corps souple et gracieux devenant un instrument de grâce, mais ce raffinement imposé lui pèse comme une armure trop étroite. Elle rêve d'un monde où elle pourrait s'exprimer sans entrave, où sa beauté naissante ne serait pas un fardeau mais une arme. À l'adolescence, cette beauté éclate au grand jour. À 15 ans, son visage angélique et ses courbes naissantes attirent l'œil des photographes, elle pose pour le magazine Elle, devenant un mannequin en herbe qui illumine les pages de mode avec une fraîcheur innocente. Mais c'est à 18 ans que sa vie prend un tournant radical, un virage qui la propulse dans la stratosphère de la célébrité. Elle rencontre Roger Vadim, un jeune cinéaste audacieux et charismatique, et leur romance juvénile scandalise sa famille conservatrice, qui voit en ce mariage précipiter une rébellion impardonnable. Pour Bardot, c'est une libération. Vadim n'est pas seulement son époux, il est le catalyseur de sa métamorphose. En 1956, il la dirige dans Et Dieu, crée à la femme, un film sensuel baigné du soleil éclatant de Saint-Tropez, où elle danse avec une abandon hypnotique, son corps libre défiant les tabous, son refus de la honte bouleversant les conservateurs et électrisant une génération d'après-guerre avide de renouveau. Le rôle est explosif. Bardot n'est plus une débutante parisienne timide, elle est une force de la nature, une icône mondiale dont le nom évoque la sensualité débridée et l'insoumission farouche. Dès lors, le phénomène Bardot déferle sur l'Europe et les Amériques comme une vague irrésistible. Elle enchaîne les tournages à un rythme effréné durant les années 1950 et 1960, collaborant avec des réalisateurs d'élite qui capturent son charisme inépuisable et sa sensualité naturelle. Dans Le mépris de Jean-Luc Godard, elle incarne une femme fatale dont chaque regard perce l'écran, révélant une profondeur émotionnelle sous la surface glamour. Avec Henri-Georges Clouzot dans La vérité, elle explore les abysses de la passion destructrice, prouvant qu'elle est bien plus qu'une beauté, elle est une actrice capable de toucher les âmes. Louis Malle, dans Vie privée, transforme son existence en un miroir fictif, où la célébrité devient un piège doré. Son charisme semble inépuisable, sa présence à l'écran magnétique, comme si elle aspirait la lumière pour la renvoyer en éclats aveuglants. Elle devient le symbole non seulement de la beauté, mais de l'insoumission, une femme qui, à la différence de tant d'autres, exige d'être vue selon ses propres termes, refusant les rôles stéréotypés pour imposer sa vision. Et cela paie au sens propre. Bardot devient l'une des actrices les mieux rémunérées d'Europe, percevant des cachets astronomiques qui font pâlir les stars hollywoodiennes. Pour Le mépris, on estime qu'elle a touché environ 500 000 francs, une somme énorme en 1963, équivalente à des millions d'euros aujourd'hui. Au fil des années,
Elle accumule plusieurs millions de francs, sans compter les revenus de sa carrière musicale et des contrats publicitaires qui affluent comme un torrent. Ses projets musicaux, souvent dénigrés par les critiques puristes qui les jugent trop légers, connaissent un franc succès commercial. La Madrague en 1963 se vend à plus d'1 million d'exemplaires, devenant un hymne à la Dolce Vita provençale, tandis que son duo sulfureux Bonnie and Clyde avec Serge Gainsbourg, chargé d'une tension érotique palpable, devient culte à travers l'Europe, gravant son nom dans les annales de la chanson française. Mais ce qui frappe le plus dans son ascension financière, c'est ce que Bardot refuse avec une détermination farouche. Elle rejette à maintes reprises les offres alléchantes d'Hollywood, même lorsque les studios lui proposent un chèque en blanc pour des rôles aux côtés de Frank Sinatra, Marlon Brando ou Elvis Presley, dans des films comme The Pink Panther ou My Fair Lady. Pourquoi ce refus obstiné? Parce qu'elle ne veut pas quitter la France, son ancrage, son refuge. Elle ne veut pas devenir une version d'elle-même façonnée par d'autres, diluée dans le moule américain. Malgré sa popularité immense et son potentiel commercial infini, Bardot s'intéresse peu à l'accumulation ou à la gestion méthodique de sa richesse. Le biographe Yves Bigot dira plus tard, si la fortune de Bardot avait égalé sa célébrité, elle serait milliardaire aujourd'hui. En effet, elle aurait pu bâtir un empire colossal avec des parfums à son nom, des lignes de mode inspirées de son style iconique ou des licences lucratives, mais elle n'en voit pas l'intérêt, préférant vivre au jour le jour, guidée par ses instincts plutôt que par des conseillers financiers. Son argent est investi dans ses propriétés, ses animaux et ses passions personnelles, pas dans des portefeuilles d'actions ou des investissements spéculatifs. À la fin des années 1960, Bardot possède non seulement la légendaire Villa La Madrague à Saint-Tropez, un havre blanchi à la chaux surplombant la mer Azur, mais aussi la Garrigue, une seconde propriété nichée dans les collines verdoyantes au-dessus de la ville, ainsi qu'une petite maison à Paris pour ses escapades urbaines. Elle conduit des voitures de luxe qui incarnent son opulence décontractée, une Rolls-Royce Silver Cloud blanche de 1962, élégante et impériale, une Jaguar Type, symbole de vitesse et de grâce féline, et elle est souvent photographiée au volant de sa Maserati, cheveux au vent, comme une déesse moderne filant vers l'horizon. Pourtant, elle porte cette richesse avec une légèreté presque enfantine, apparaissant parfois pieds nus même dans sa Rolls, comme si le luxe n'était qu'un jeu, un accessoire éphémère plutôt qu'une fin en soi. En 1973, à seulement 39 ans, au zénith de sa carrière, elle choque le monde en annonçant sa retraite définitive du cinéma. Elle tourne son dernier film, l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trouchemise, une comédie légère qui clôt son chapitre glamour, et disparaît à jamais des tapis rouges et des plateaux. La raison qu'elle donne est d'une simplicité déconcertante, mais d'une profondeur qui résonne encore, j'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Je vais donner ma sagesse et mon expérience aux animaux. Ce n'est pas une pause temporaire, mais le début d'une nouvelle vie, financée non par de nouveaux revenus mirobolants, mais par la fortune qu'elle a discrètement bâtie à travers sa rébellion contre les normes. De milliardaire potentiel à millionnaire réticente, l'histoire financière de Bardot n'est pas celle de la maximisation vorace de la valeur, mais celle de sa redirection poétique, des plateaux de cinéma ensoleillés vers les refuges animaliers ombragés, des contrats de disques lucratifs vers des causes morales qui touchent l'âme. Dans un monde obsédé par le luxe pour le luxe, elle traite l'argent non comme une récompense à accumuler, mais comme un outil à manier pour un bien supérieur. Et ce faisant, elle fait de sa fortune, modeste selon les standards des célébrités contemporaines qui amassent des empires, quelque chose de bien plus durable que la célébrité éphémère. Un legs vivant, une empreinte sur le monde qui transcende les écrans. Transformer la Madrague en sanctuaire de solitude, blotti sur la Côte d'Azur, à l'écart du tumulte glamour de Saint-Tropez qui a tant changé depuis ces années folles, se dresse une villa devenue aussi emblématique que sa propriétaire, un refuge où le temps semble suspendu entre mer et ciel. Connue sous le nom de la Madrague, cette demeure blanchie à la chaux surplombant les eaux turquoises est bien plus qu'une maison. C'est une forteresse de paix, un bastion contre le monde extérieur. Bardot acquiert la propriété au début des années 1950, alors que Saint-Tropez n'est encore qu'un village de pêcheurs endormis, un havre tranquille loin des hordes de touristes qui envahiront plus tard ses rues pavées. À l'époque, le terrain est modeste, la maison sans prétention, un simple cottage face à la Méditerranée, mais au fil des décennies, tandis que Bardot se retire progressivement de la scène publique, la Madrague devient un havre non seulement pour elle, mais pour des centaines d'animaux abandonnés qui y trouvent un foyer. Elle y laisse rarement entrer les caméras ou les curieux, privilégiant la discrétion au luxe ostentatoire, mais on sait que la Madrague est entourée de jardins luxuriants où les bougainvilliers grimpent en cascades de pourpre, de terrasses ombragées où l'air embaume le sel marin et le romarin sauvage, et de clôtures solides conçues non pas pour tenir les gens à distance,
mais pour protéger les dizaines de chiens, chats, chèvres et même cochons secourus qui y vivent en liberté, errant comme des âmes heureuses dans ce paradis terrestre. Beaucoup de ces animaux ont été adoptés personnellement par Bardot, comme son chien adoré E.T., décédé en avril 2024, une perte qui l'a profondément affecté, lui rappelant la fragilité de la vie qu'elle s'efforce de préserver. La Madrague est son refuge depuis plus de 60 ans, loin des salons parisiens étincelants et des plateaux hollywoodiens bruyants, un lieu où elle peut enfin être elle-même, sans maquillage ni rôle à jouer. Et si certains y voient aujourd'hui une propriété immobilière valant plusieurs millions d'euros, avec ses vues imprenables et son histoire légendaire, pour Bardot, elle incarne une métamorphose profonde, un passage du glamour éphémère à une existence ancrée dans la compassion. Lorsque les financements de sa fondation se raréfient, face aux défis croissants de la cause animale, elle va même jusqu'à hypothéquer la villa, preuve irréfutable que ses convictions primèrent toujours sur le confort personnel, risquant son sanctuaire pour sauver des vies invisibles. Dans les dernières années de sa vie, la Madrague reste à la fois un palais de souvenirs jaunis, des photos d'elle dansant sur les plages, des scripts annotés de ses films cultes, et un sanctuaire vivant, bruissant de pattes et de cris joyeux, l'expression physique de tout ce qu'elle est devenue après avoir cessé d'être simplement bébé, la bombe sexuelle des années 1960. Brigitte Bardot n'a jamais voulu jouer selon les règles impitoyables du star system, où l'image est une marchandise et la richesse un objectif suprême. Dans une industrie qui dévore ses idoles, elle s'est retirée volontairement à plusieurs reprises, au prix de sacrifices financiers colossaux qui auraient brisé bien des carrières. Ce qui aurait fait d'elle une milliardaire, des empires bâtis sur son nom, des fortunes accumulées par des stratégies astucieuses, n'était pour elle qu'une perspective inconfortable, une chaîne de plus à briser. Elle n'a pas vendu de parfums envoûtants portant son nom, n'a pas prêté son image iconique à des marques de mode pour des collections capsules, n'a pas licencié son aura pour des produits dérivés, des tournées lucratives ou des projets hollywoodiens égoïstes qui auraient multiplié ses millions. Même lorsque Time Magazine la qualifie de femme la plus photographiée du monde, un titre qui aurait pu ouvrir des portes dorées, Bardot repousse les offres commerciales les plus alléchantes qui auraient transformé sa célébrité en un empire mondial inattaquable. Dès les années 1950, les studios américains et les annonceurs la courtisent sans relâche, lui proposant des contrats de plusieurs millions de dollars pour apparaître dans des productions outre-Atlantique, participer à des talk-shows étincelants et représenter de grandes marques de cosmétiques ou de luxe. Mais comme l'a révélé son biographe Yves Bigot dans Brigitte Bardot, la femme la plus belle et la plus scandaleuse au monde, elle refuse pratiquement toutes les propositions les plus brillantes qui s'offrent à elle, préférant la liberté alors. Ces raisons ne sont pas seulement sentimentales, bien que son attachement profond à Roger Vadim l'ait rendue réticente à quitter la France pour les mirages californiens, mais aussi philosophiques, ancrée dans une méfiance viscérale envers un système qui avale les âmes. Bardot craignait qu'Hollywood ne l'engloutisse, ne lui vole son autonomie précieuse et n'emprisonne la liberté qu'elle avait passé sa vie à défendre avec acharnement. Trop loin, trop dangereux, aurait-elle dit, ajoutant « Je ne voulais pas perdre ma liberté et je ne voulais pas quitter Vadim ». Une telle défiance lui a coûté cher, un prix qu'elle paie sans regret. Selon Bigot, si le succès financier de Bardot avait suivi le rythme effréné de sa renommée internationale, sa fortune aurait été colossale, à l'image de celle de Sophia Loren ou Elizabeth Taylor, qui ont monétisé leur beauté et leur prestige par des investissements stratégiques et des accords commerciaux astucieux. Bardot, elle, n'a jamais suivi ce chemin tracé par l'avidité. Aucun conseiller financier ne lui soufflait des idées de revenus passifs juteux, aucun contrat de licence n'était signé pour exploiter son image, aucune ligne de vêtements à son nom n'était lancée pour capitaliser sur son style inimitable. Elle voyait le mercantilisme comme un piège sournois, une toile d'araignée qui étouffe l'âme, et elle ne voulait rien en savoir, préférant la pureté de ses instincts à la froideur des calculs. À la place, elle a consacré ses moyens financiers à des causes qui lui tenaient à cœur, transformant sa richesse en un outil de changement plutôt qu'en un trophée. En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot pour la protection des animaux, un tournant majeur de sa vie qui marque le passage du glamour éphémère à un engagement éternel. Pour la soutenir, elle prend l'initiative extraordinaire de vendre une grande partie de ses biens personnels, objets de famille chargés d'histoire, tableaux rares accumulés au fil des ans, bijoux scintillants qui ont orné son cou lors de galas mythiques, meubles sur mesure témoins de ses amours et de ses rires. Elle ne s'arrête pas là. Lorsque la fondation traverse des périodes difficiles, Bardot va jusqu'à hypothéquer sa chère villa La Madrague, utilisant sa valeur comme levier pour financer des missions de sauvetage et des campagnes de stérilisation à travers la France et à l'étranger, prouvant que son dévouement n'a pas de limite.
En 2020, sa fortune était estimée à environ 65 millions de dollars américains, soit environ 54 millions d'euros, une somme impressionnante, mais dérisoire comparée à ce qu'elle aurait pu amasser si elle avait accepté toutes les opportunités qui se présentaient à elle comme des fruits mûrs. De la fin des années 1950 au début des années 1970, elle était sans doute l'un des noms les plus rentables du cinéma européen. Sa marque indomptée, sensuelle et iconoclaste pouvait tout vendre, des parfums aux vêtements, des cosmétiques aux endorsements lucratifs. Mais Bardot traitait la richesse comme elle traitait la célébrité, avec méfiance, comme un piège potentiel plutôt qu'un but. En réalité, une grande partie de sa fortune actuelle est immobilisée non pas en actifs liquides ou portefeuilles de luxe spéculatifs, mais dans l'immobilier au la Madrague, la Garrigue et les actifs de sa fondation, qui a reçu l'essentiel de ses dons généreux. Elle a clairement déclaré par documents légaux et annonces publiques que la majorité de son héritage ira à la fondation après sa mort, un choix qui reflète sa loyauté inconditionnelle envers les animaux qu'elle considère comme ses véritables héritiers. Son unique fils, Nicolas Charrier, recevra la part minimale imposée par la loi française, probablement une fraction symbolique par rapport à ce que la fondation héritera, car Bardot n'a jamais caché que sa relation avec lui est depuis longtemps distante, marquée par les ombres de son passé tumultueux, et que sa loyauté affective appartient d'abord et avant tout aux animaux. Ses compagnons fidèles qui lui ont offert une paix que les humains n'ont jamais su lui donner. Peut-être que la plus grande ironie de la vie de Bardot est d'être devenu un symbole universel de la beauté physique, une déesse de l'écran adulée pour son corps et son charisme, tout en rejetant presque toutes les voies par lesquelles cette beauté est habituellement exploitée et monétisée. Elle a un jour déclaré « J'ai toujours vécu selon mes instincts, jamais pour plaire aux autres. » Et cela se voit dans chaque choix. Cet instinct l'a poussé à abandonner une carrière à son apogée, à investir des millions dans la cause animale plutôt que dans des portefeuilles immobiliers lucratifs ou des empires commerciaux. Sa fortune est devenue un miroir, non pas de ce que le monde attendait d'elle, opulence et ostentation, mais de ce qu'elle était vraiment, une rebelle au cœur tendre, une femme qui a préféré la substance à l'apparence. Aujourd'hui, elle vit toujours modestement selon les standards de la célébrité, sans le cortège d'assistants personnels ou de chauffeurs qui entourent les stars contemporaines. Il n'y a pas de yacht amarré à son nom dans le port de Monaco, ni d'empire estampillé Bardot avec des chaînes d'hôtels ou des lignes de produits dérivés. Mais ce qui subsiste, c'est une forme de richesse morale acquise non par des revenus passifs ou des stratégies financières avisées, mais par le sacrifice pur et la conviction inébranlable. Sa vie et sa fortune sont devenues une protestation vivante contre un monde consumériste, et cette protestation reste son héritage le plus durable, un phare pour ceux qui cherchent un sens au-delà de l'or. Dépenser des millions pour donner une voix aux animaux, en 1986, Brigitte Bardot prit une décision qui allait redéfinir à jamais son image publique et son destin personnel, une décision qui transforme une star en activiste, une fortune en outil de justice. À seulement 52 ans, encore sous les projecteurs et indéniablement riche, elle choisit de consacrer sa fortune restante à une cause que peu de célébrités prenaient alors au sérieux, les droits des animaux, ces êtres silencieux souvent oubliés dans le bruit du monde. En 1986, Brigitte Bardot, alors âgée de 52 ans, a pris une décision radicale qui allait redéfinir son destin. Loin de chercher gloire ou profit, elle fonda la fondation Brigitte Bardot pour la protection des animaux, un acte de sacrifice personnel qui témoigne de son engagement profond. Pour financer cette cause, elle vendit des biens précieux, antiquités familiales, tableaux rares, bijoux de gala, meubles sur mesure, mettant aux enchères son passé glamour pour bâtir un avenir dédié à la compassion. La fondation devint rapidement une force majeure en Europe, luttant contre la cruauté animale avec une ténacité remarquable. En quelques années, Bardot obtint l'interdiction des peaux de bébés phoques en France, une victoire qui inspira d'autres pays, et imposa des pistolets d'étourdissement dans les abattoirs, réduisant la souffrance animale. Elle milita pour la stérilisation des animaux errants dans le sud de l'Europe, contre la corrida, le braconnage, l'élevage industriel et le commerce d'animaux exotiques, écrivant directement aux dirigeants mondiaux pour exiger des lois plus humaines. Son dévouement eut un coût immense. Elle injecta des millions d'euros de sa fortune personnelle, allant jusqu'à hypothéquer sa villa bien-aimée, la Madrague, pour maintenir les opérations. Son domaine de la Garrigue devint un centre de réhabilitation pour animaux maltraités. En 2025, la fondation gère un budget de plusieurs millions, soutient 60 campagnes mondiales, finance refuges et cliniques de stérilisation en Roumanie, au Maroc ou en Inde, et milite au Parlement européen contre l'expérimentation animale et les élevages à fourrure. Elle éduque aussi les enfants à l'empathie animale. Malgré les controverses politiques, l'authenticité de ses sacrifices reste incontestée.
Environ 40 millions d'euros, soit plus des 2/3 de ses revenus, ont été consacrés à la fondation, incluant droits d'auteur et vente de biens. À 90 ans, Bardot a structuré son testament pour que la Madrague et la majorité de son patrimoine aillent à la fondation, laissant à son fils Nicolas Charrier une part minime. Les animaux m'ont donné le bonheur que les hommes n'ont jamais su m'offrir, confia-t-elle, une vérité qui guide chaque euro dépensé. Sa richesse se mesure en vies sauvées, queue qui remue, sabots protégés, ailes soignées. En 2025, à la Madrague, elle vit entourée de ses animaux, loin du luxe, son legs vibrant dans chaque vie qu'elle a transformée. Quelle cause soutiendriez-vous avec une telle passion? Dites-le nous en commentaire, et si cette histoire vous inspire, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits légendaires.